Je suis ravi de partager cette soirée avec Claire, que je connais depuis quelques années maintenant. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Et je dois vous dire que j'ai un peu le trac, comme on dit, parce que c'est pas mon sujet de prédilection, mais comme Claire me l'a demandé gentiment, j'ai accepté et voilà. Donc on va commencer. Voilà. En général, je commence toujours mes interventions en rendant hommage à ceux qui nous ont précédés, qui nous ont montré la voie. 3 d'entre eux sont encore vivants. C'est pas les archives complètes. Et je pense qu'il serait intéressant de savoir ce qu'ils penseraient, et en particulier Cicely Saunders, qui est la pionnière des pionnières, qui doit se retourner dans sa tombe en ce moment, parce qu'effectivement, elle avait bien dit que un des axes principaux des soins palliatifs, de leur développement, ça serait la recherche. Or, si une loi devait survenir, je pense que ça mettrait probablement un frein à cette recherche. Et là, par hasard, il y a quelque temps, je suis tombé sur une émission qui passait à la télé, et il parlait des oubliés de l'histoire. Et dans ces oubliés, il y avait ce monsieur, Karl Lutz, alors, ne pas confondre avec Alex, voilà, et qui, vous voyez, a sauvé des milliers de juifs hongrois pendant la dernière guerre, plusieurs fois nominé pour le prix Nobel, et actuellement personne ne connaît plus ce personnage. Et il avait dit cette phrase que j'ai voulu retenir et vous montrer: les lois de la vie sont plus fortes que les textes de loi. Et là, vous voyez qu'on essaye, on s'acharne à réduire nos vies et notre mort à un texte de loi. Je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça. Alors, bon, juste un très rapide rappel historique qui nous fait passer de 1986, la première circulaire, à la loi Claes-Leonetti de 2016. Et vous voyez que déjà, j'ai voulu montrer ça parce que déjà dans la définition de 96, vous voyez que les choses étaient déjà bien précisées et que dès 96, la collégialité était préconisée. Alors vous voyez qu'on a encore du travail. Alors ça, c'est aussi une de mes lubies. J'aime bien présenter ce tableau de Gustav Klimt qui, à mes yeux, représente vraiment ce qu'on peut vivre au quotidien, d'ailleurs, en termes de clinique. Hein, vous voyez cette mort qui rôde, qui est dans l'ombre, dont on est séparé par une espèce de fossé, et toute la lumière qui s'oppose à cette mort, avec ses comportements, etc., qui évoque ce que, là aussi, on rencontre tous les jours, cette espèce de déni. Hein, il faut l'appeler comme ça. Qui peut penser vraiment sa mort? C'est impensable. Et donc là, ce tableau, je trouve, illustre parfaitement ce que notre clinique. Et pour rappeler que la médecine, ça reste un art, hein, et que cet art, il est à la croisée des chemins de la philosophie, des sciences, du droit et de la culture. Alors ce soir, on ne va pas parler de culture, mais on va essayer de parler du droit. Et avant d'aborder le droit lui-même, ces extraits de ce que André Comte-Sponville a écrit dans le dernier bouquin de Pierre Lecause, que tout le monde connaît bien ici, puisqu'il dirige l'espace éthique de la Timone. Et dans cette préface, Comte-Sponville dit quand même des choses qui paraissent fondamentales. Hein. Nos métiers ne sont pas des métiers comme les autres. Alors il ne s'agit pas de nous glorifier, on ne demande pas de médaille, hein, mais c'est quand même une particularité, on ne fait pas les mêmes métiers que les autres, en général. Et pour 3 raisons. C'est qu'on est confronté à l'autre, et que ça, c'est pas simple, parce qu'il faut croiser le regard de l'autre, et là, c'est un début d'un espace éthique qui s'ouvre, un espace philosophique. Mais la confrontation ne s'arrête pas à l'autre, c'est l'autre qui vit le pire. Hein, et quoi de pire qu'une maladie irrémédiable qui va nous conduire au décès. Et enfin, ces 2 situations nous confrontent à nous-mêmes. Hein.
Et ça, c'est aussi une des particularités, évidemment, qu'on vit au quotidien. Ces métiers sont donc, pour lui, pour compte sur lui, menacés par 3 tentations. La tentation du légalisme, c'est la loi, c'est le juridique. Non, monsieur, vous voulez mourir, mais ici, l'euthanasie est interdite, donc circuler, il n'y a rien à voir. Tentation de la délégation, oui, quand c'est trop dur, on essaye de passer la patate chaude à quelqu'un d'autre, qui ne l'a jamais fait dans sa vie professionnelle. Et enfin, tentation de la démission, démission tout court, comme on en voit aujourd'hui, et comme tout le monde le constate partout. Et enfin, la démission aussi intérieure, cette espèce de démission qu'on ressent à l'intérieur de soi et qui fait qu'on va basculer dans une forme de cynisme ou de dérision, ou carrément de burn-out. Donc face à tout ça, il semblait utile de rappeler que la responsabilisation de tout un chacun est fondamentale et que la collégialité est purement et simplement indispensable. Elle n'est toujours pas obligatoire, sauf dans certaines circonstances, mais en tout cas, elle est indispensable. Et une question aussi peut-être qu'on a à se poser avant d'entreprendre quelques débats que ce soit. Quel message ferions-nous passer aux générations futures en cas de légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté? Et ça, c'est un jour Claire qui m'avait dit pour expliquer quelque chose, imagine-toi de devoir l'expliquer à un enfant de 6 ou 7 ans. Alors, effectivement, je trouve que c'est un bon défi. Comment expliquer à un enfant de 7 ans ce que représente la démarche euthanasique? Ça, à mon avis, il va se passer des choses. Donc, ni banalisation, ni glorification de nos métiers, mais témoignage et responsabilité. Alors, on en vient au sujet du jour. La SFAP, vous savez qu'en avril 2021, il y a une proposition de loi, la proposition de loi Falorni, qui a mis le feu aux poudres, en quelque sorte, qui nous a un peu peut-être sorti une forme de somnolence. Ça a été comme un électrochoc. Et la SFAP a déclenché une enquête, qui n'est pas un sondage, c'est bel et bien une enquête. Questionnaire en ligne ouvert pas mal de temps, du 26 juin au 25 juillet, et avec un certain nombre de questions, on va y revenir, et elle a obtenu 1869 réponses et plus de 70% de contributions libres, donc d'écriture spontanée. Vas-y. Alors, les répondants, en général, une majorité de non-adhérents de la SFAP, le questionnaire n'était pas réservé aux adhérents de la SFAP, il était ouvert à tous les professionnels de santé. De soins palliatifs. De soins palliatifs, pardon. Ça devrait être tout la même chose. Et donc, il y avait 40% d'adhérents à la SFAP, vous voyez la répartition ensuite, voilà. Alors, une des premières questions, connaissez-vous le cadre législatif actuel? Alors, une grande variabilité quand même. 1% ne connaissent pas du tout. Une nette majorité a une connaissance précise de la loi, 63%. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que le taux de connaissance de la loi monte à 82% chez les médecins et baisse à 30% chez les travailleurs sociaux. Vous voyez, il y a un côté comme ça, un peu aléatoire dans la connaissance de la loi. Donc cet aléatoire qu'on met en évidence en plus en regardant chez les adhérents de la SFAP, il y a plus 15% de connaissance des textes législatifs, c'est plutôt bon signe. Et deuxième point, l'expérience en soins palliatifs fait augmenter de 40 points la connaissance précise de la loi. Si les gens ont plus de 10 ans d'expérience en soins palliatifs. Comme quoi l'expérience, c'est quelque chose qui compte. Il n'y a pas que le diplôme. Voilà. Alors là, selon vous, le cadre législatif est connu comment? Alors, les patients, la population, etc., etc. Et on s'aperçoit quand même que le grand public la connaît pas du tout, ou très peu,
Et c'est pareil pour les patients. Donc là, il y a vraiment un manque d'informations qui paraît qu'il faut interroger. Qui rejoint d'ailleurs beaucoup de commentaires actuels qui visent à dire que cette loi de 2016, elle n'est même pas connue et qu'il faudrait déjà la faire évoluer. Ça fait un peu mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas facile à conceptualiser, quoi. Donc alors, parmi les questions, il y avait des questions sur quelles sont les situations limites qui vous interrogent, les difficultés que vous constatez et quelles sont les réponses possibles que vous imaginez. Alors donc, bon, les situations limites, ben, vous les connaissez à peu près, vraiment. Par contre, les réponses, vous voyez que, mais on les partage aussi, tous quasiment, appellent à des équipes mobiles et des équipes ressources formées, plus faciles, mais vous voyez qu'elles sont quand même pas encore assez nombreuses sur le territoire. Des soins palliatifs précoces pour tous, ça c'est un vrai défi. Systématisation de staff spécialisé de soins palliatifs, formation plus large, plus poussée des professionnels, informer le grand public, etc. Et augmenter considérablement les moyens humains, en particulier sur l'EHPAD et sur le domicile. Le domicile en soi étant un terrain particulièrement problématique. J'étais il y a quelque temps invité par l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé de notre région PACA, et il y avait une disparité importante de points de vue, d'engagement, de motivation à s'imaginer de faire du soin palliatif à domicile avec les exigences que contient le soin palliatif, c'est-à-dire en particulier la disponibilité. Alors, je parle de disponibilité, il y a tout le côté formation aussi qui est bien sûr à envisager, et ça, pour ça, il y a du travail à faire, mais dès les universités, dès les instituts de formation. Alors, est-ce que, à vos yeux, donc, le cadre législatif actuel est satisfaisant? Oui, bon, des réponses plutôt positives, même si on signale quand même que certaines situations mettent les équipes en tension. Et là, je pense qu'on peut parler de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, parmi toutes les sédations, évidemment, qui, bien qu'on soit dans le cadre strict de la loi, peuvent diviser certaines équipes. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Enfin, c'est un problème qui devrait se gérer au niveau des équipes. La vraie campagne d'information, elle a commencé au niveau de l'ASPA. Osons vivre, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on a un travail à faire au niveau des autres spécialités. Et ça, c'est pas simple à organiser, à maintenir, à approfondir. C'est très personne dépendant. On peut vraiment avoir d'excellentes relations avec un service de réanimation, un service d'urologie, un service de dialyse. Et puis le chef de service s'en va, il change, arrive quelqu'un d'autre, et c'est fini, on repart à zéro. Donc ça, je pense qu'on a besoin d'avoir un appui des tutelles, par exemple, pour insister sur ce point qui est un point clé quand même, parce qu'il faut pouvoir faire rentrer les soins palliatifs dans toutes les spécialités médico-chirurgicales. Alors, d'après vous, puisque c'était la question, quelles sont les principales raisons de la demande de légalisation d'une aide active à mourir? Premier point, la méconnaissance de la loi, ça c'est sûr. L'existence de situations complexes. Certains disent que ça pourrait protéger les patients contre l'acharnement thérapeutique et des dérives euthanasiques en cas de suicide assisté, c'est-à-dire que si on évolue vers la légalisation du suicide assisté, ça sera moins pire que d'aller vers l'euthanasie. Donc plutôt une orientation sur le suicide assisté et
Voilà, ils disent que, effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de relations entre l'équipe de soins et son patient, ben ça crée problème. Et ça, on le sait depuis longtemps. Quelles sont les actions à mener par la SFAP? Donc, les gens qui ont répondu disent que la SFAP doit communiquer sur la loi et ses limites, poursuivre l'ouverture et les échanges pour faire émerger le moins pire et ou le plus acceptable, accompagner les équipes si la loi devait évoluer, défendre la place de la SFAP dans le débat, anticiper les effets d'une éventuelle loi sur le positionnement des soignants qui sera compliqué à ce moment-là, et nota bene, vous voyez que 70% des participants à l'enquête pensent qu'une loi va être votée. C'est un peu ce que nous a dit Alima tout à l'heure, lors du conseil d'administration. Et ça, je pense que ça, c'est un chiffre qui... Bon, on verra bien, mais quand même, il ne faut pas partir battu, quoi. Hein. Je pense que là, le travail que fait Claire, le CA de la SFAP, et beaucoup de gens aussi, on le fait parce que si on ne le faisait pas, on se reprocherait de ne pas l'avoir fait. C'est aussi bête que ça, hein. Non? Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut y croire. Hein. Alors, indépendamment de mon opinion, si la loi devait évoluer, mieux vaudrait. Alors, il y en a qui disent euthanasie, mais ils sont minoritaires, 4%. Hein. 4% des enquêtés disent qu'il faut aller vers l'euthanasie. Alors, il y avait plusieurs réponses possibles à cette question, hein, ce qui fait que le suicide assisté apparaît dans 20% des cas, et aussi à remarquer l'importance des « je ne sais pas », quand même 35% de gens qui disent ne pas savoir. Voilà. Alors, si on regarde de plus près les réponses au sujet de l'euthanasie, donc réponse très marginale, 4% des réponses. Mais si on creuse dans l'analyse des résultats du questionnaire, on voit que quelquefois c'est un choix délibéré et assumé. La case a aussi pu être cochée parce que le répondant ne voit pas la différence entre euthanasie ou suicide assisté, ou parce qu'il pense préférable que l'acte soit médicalement encadré. Ça interroge quand même. Ça interroge parce que ça nous engage tous. Hein. Si des gens pensent que l'euthanasie permettrait de mieux cadrer et encadrer particulièrement les patients, ça pose question. Quelques adhérents ont coché euthanasie par refus ou allergie du suicide. Voilà. C'était dans les réponses, alors on le signale. Maintenant, pour le suicide assisté médicalement, les raisons qui poussent à ce choix sont diverses. Beaucoup de gens pensent que c'est un geste tellement grave qu'on ne peut pas imaginer de le déléguer, comme ils le font en Suisse, à des associations, et qu'il faut donc garder le contact avec le patient pour lui épargner des parcours marqués par aussi des idées mercantiles éventuellement, et par le fait que l'accompagnement paraît quand même plus important que l'issue. Donc voilà les raisons pour lesquelles certains poussent pas, mais évoquent l'idée du suicide assisté. Alors vous savez que dans les pays qui ont légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, on n'utilise pas le mot d'euthanasie, hein, on utilise d'autres mots qui créent une confusion. En Suisse, ils parlent beaucoup d'autodélivrance. Hein. Alors, c'est un terme qui évoque quand même l'espace de liberté, hein, et cette espèce d'autonomie que j'aurais à me délivrer de la vie et de mes souffrances. Mais au Canada, ils parlent de l'aide... Soins de fin de vie. Soins de fin de vie, hein, et ailleurs, ils parlent d'aide active à mourir, hein, et d'aide médicalisée à mourir. Donc, aide médicalisée à mourir, ça fait AMM, hein, autorisation de mise sur le marché aussi. Voilà. Donc, dans les réponses, je ne sais pas. Alors,
il y a aussi des motivations très différentes qui vont du refus viscéral au désarroi, à l'idée qu'une loi pareille puisse passer. Donc c'est je ne sais pas, parce que je ne veux même pas y penser, quoi, quelque part. Et certains essayent de réfléchir à la meilleure option possible sans toutefois y arriver vraiment. Tout ça, c'est issu des réponses obtenues. D'autres évoquent le manque d'informations sur les législations et leurs répercussions dans d'autres pays. Ils veulent en savoir plus. Beaucoup de personnes ayant coché « je ne sais pas » expriment un non plutôt ferme. Vous voyez, c'est même une enquête qui est bien faite, et qui est très très bien faite, nous pousse avec les réponses à d'autres questionnements. Alors, indépendamment de mon opinion, si la loi devait évoluer, mieux vaudrait. Alors, cette question a été faite pour rappeler à la SFAP quels étaient les points sur lesquels elle devait faire particulièrement attention. Donner la parole aux soignants, car ils sont des acteurs essentiels, mais trop rarement entendus. C'est vrai que quand on écoute les médias, je veux dire, on entend de tout. Et si je puis me permettre, de la remise de la Légion d'honneur à Lynn Renault, qui conduit notre président à la remercier de tous ses engagements, et en particulier son dernier engagement pour la DMD, et que ces engagements l'honorent et l'obligent, lui, président, à faire évoluer une loi. Je veux dire, je sais pas moi, on ne va pas se pointer comme ça dans une réunion qui ne nous appartient pas pour dire avec quelle huile il faudrait faire cuire les frites, par exemple. Bon, et donc, ouais, enfin, je ne vais pas tout lire, vous voyez ça aussi bien que moi. Donc, pour la SFAP, bon, bien sûr que la clause de conscience, le droit de retrait, tout ça, que, bon, tout le monde veut des garde-fous, avec compétences, pluridisciplinarité, collégialité, et de toute façon, dans tous les cas, le développement du soin palliatif, mais vous avez bien vu que le dernier plan était quand même avec des ambitions très modestes. C'est pas avec ça qu'on va révolutionner les états d'esprit. Alors, qu'est-ce qui ressort pour la SFAP? La SFAP, c'est clair. Non, c'est nous. Informer, éduquer, sensibiliser la société civile pour contrebalancer le pouvoir des médias. Eh bien, tu y mets beaucoup d'ardeur, mais je pense qu'elle nous le dira, enfin, si elle ne le dit pas, je le dis, il nous appartient à nous, dans nos petits coins, dans nos localités, d'interpeller les maires, les députés, les sénateurs, les présidents de conseils départementaux, etc., etc. Parce que, pourquoi ? Avant, je vais vous raconter une anecdote qui vient de Stéphanie, notre copine Stéphanie, qui est à Lille. Elle a été invitée par son conseil de l'ordre à parler de la fin de vie, des enjeux de la fin de vie. Elle y est allée, ils étaient 25, je crois, dans ce conseil de l'ordre, et elle a parlé pendant 2 heures, et ils l'ont remerciée chaleureusement parce qu'il ne savait rien. Donc le conseil de l'ordre est lui-même ignorant. Confond euthanasie, suicide assisté. Ne connaît pas les enjeux qu'il y a autour de ces questions-là. Donc si le Conseil de l'ordre des médecins ignore à ce point, alors là, on peut se demander ce que savent les politiques. Et là, il y a vraiment un enjeu pour tout le monde. Oui, alors, les dérives, je pense que Claire en parlera bien mieux que moi. Alors là, on va vous montrer quelques résultats partiels du sondage qui a été fait 1 an après, de l'enquête qui a été faite 1 an après la première. Alors, où en est-on donc 1 an après cette première enquête? Alors là, dans les résultats, vous voyez apparaître une distinction entre les acteurs de soins et les bénévoles. Et là, l'évolution montre que, bon, même ma foi, 85%. Un petit mot de comment on l'a fait d'abord. Ah oui. Je laisse. Ouais, on a refait, en fait, certainement qu'un grand nombre d'entre vous y ont participé, on a refait en sondage, c'est-à-dire avec des questions plus simples et fait par un institut de sondage, la consultation qui avait été faite l'été dernier, puisque la consultation, donc, elle va être publiée dans une revue internationale, l'article est fini, il a été soumis,
mais ça nous a été reproché que ce soit une enquête de la SFAP, donc ça manquait forcément d'objectivité, même si à mon avis sur le plan scientifique c'était bien meilleur. Mais là c'est Opinionway qui a refait le sondage pour qu'on puisse utiliser les résultats garantis par un institut de sondage. Et donc l'idée c'est d'avoir parce qu'on voit qu'au niveau politique il y a énormément de demandes d'avoir des chiffres et de comprendre, et donc on sait que ces chiffres vont nous être extrêmement utiles. Les chiffres de la consultation nationale nous ont beaucoup été demandés, mais tant qu'ils ne sont pas publiés on ne peut pas les sortir, et on sait que le temps de la publication scientifique, donc c'est une revue de rang A dans laquelle ça va être publié, donc c'est long, ça prend du temps, et du coup on ne peut pas utiliser ces chiffres, et on avait absolument besoin de pouvoir les utiliser là dans le temps politique où on est. Donc on a refait sous forme de sondage, et donc voilà, les questions étaient plus simples, c'était plus court, c'est pas du tout le même objectif. Moi je découvre, hein, je suis pas très bonne scientifique, mais je suis encore moins bonne en sondage, et donc là on peut bidouiller, il suffit de dire à l'institut de sondage qu'est-ce qu'on veut comme résultat, et il fait les questions qui vont avec les résultats qu'on a commandés. C'est quand même vraiment surprenant, mais en tout cas là l'idée c'était vraiment d'avoir des chiffres qu'on puisse partager largement dans le débat, donc vous les aurez tous, hein, c'est pour ceux qui sont inscrits à la webconf qu'on fait mercredi soir, vous allez avoir le détail du sondage qui paraît jeudi matin, et voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des chiffres le plus précis possible qui nous permettent après de peser, et vous allez voir qu'il y a des résultats qui vont nous permettre de peser. Donc voilà, sur cette diapo, 85% des acteurs de soins sont défavorables à une évolution, et chez les bénévoles, 82%. Donc, un an après, 80... Faut pas prendre en photo non plus. Non, mais là, il n'y a pas marqué Opinionway, mais... En tout cas, c'est juste qu'il ne faut pas diffuser, en fait. Après, voilà, si vous les regardez, il n'y a pas de souci, mais c'est... Mais le diaporama, ça, sur le site de la PSP, dans... Non, si tu le mets dans... Si je mets plus tard, si voilà. Je mets la semaine prochaine. Oui, à partir de jeudi. À partir de jeudi, c'est bon. Donc, 99% des acteurs de soins déclarent connaître le cadre législatif, dont 74% de façon précise, 98% des bénévoles. Donc on peut peut-être y voir un effet de la campagne qu'a lancée la SFAP et les efforts qu'a fait la SFAP au niveau de l'information, d'entretenir les débats, de mettre ça à l'ordre du jour. Alors, un avis défavorable sur la mise en place d'une mort intentionnellement provoquée, qui n'est considérée comme un soin. Alors là, c'était par référence à ce que les Canadiens ont fait. Moi, ça m'a un peu surpris, mais enfin, c'est comme ça. 20% des répondants ont dit que ça pouvait être un soin. Alors ça, je pense que ça nous interroge tous, hein, quelque part. Bon. Dans le cadre d'une mise en place de cette dernière, la modalité préférable, selon les répondants, serait le suicide assisté par la mise à disposition d'une substance létale. Concernant l'euthanasie, une modalité très peu citée, et seulement là, 3/4 des répondants ne souhaiteraient pas participer. Donc là, ça fait 75%, c'est ça. Hein. Je ne suis pas très fort en calcul. Voilà, donc ça voudrait dire que 25% souhaiteraient. Alors, je ne sais pas trop. Il y avait une diapo, t'as paru, on vous avait demandé, pour ceux qui ont répondu, si vous vous rappelez, en fait on a essayé d'être plus précis et de pousser les gens à demander pour pas justement dire juste on veut ou on veut pas, mais à quoi vous seriez prêt à participer, orienter vers une autre équipe, remplir un dossier médical, donner des informations, préparer la seringue, pousser la seringue, et là on voit en fait ça fait une espèce de vague, vous verrez dans le diaporama de publication, ça fait une espèce de vague où on voit s'effondrer, plus on s'approche du geste et plus le taux de participation s'effondre. Donc l'euthanasie c'est 2% là dans le sondage, que ce soit bénévole ou acteur de soins palliatifs, et que ce soit adhérent ou non adhérent de la SFAP, il n'y a pas de différence, la participation reste la même, et donc ce qui fait
le total, ce que tu cites de 75%, c'est ceux qui sont prêts à réorienter, à accompagner, à refaire le dossier. Et donc voilà, on voulait vraiment essayer d'inciter les répondants à rentrer dans le concret du sujet et à pas rester juste sur des positions théoriques, je suis pour ou je suis contre, mais parce qu'en fait, on va être confronté dans nos équipes à du réel et pas juste à des positions théoriques. Et quoi qu'il arrive, quel que soit comment la loi va changer, on va être confronté, pour nous tous, à des questions extrêmement concrètes. Et donc l'idée, c'était de commencer ce travail-là de réflexion dans les équipes, de se dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas. Et là, la dernière revient. Un tiers des acteurs de santé déclarent que cela les conduirait à l'utilisation de leur clause de conscience, voire à quitter leur poste actuel. C'est un tiers qui disent qu'ils utiliseront leur clause de conscience et un tiers, le même chiffre, j'y reviendrai tout à l'heure, qui disent qu'ils démissionneront. C'est 35-35. Enfin, le total fait 69, c'est 35-34, mais c'est des chiffres extrêmement élevés. Et en tout cas, pour moi, il y a un vrai sujet de pourquoi il y a autant, pourquoi c'est équivalent entre clause de conscience et démission. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Donc, je vous partagerai une suggestion d'explication tout à l'heure. Alors, actuellement, sur notre planète, 11 pays sur 196 ont légiféré. 6 en faveur d'une dépénalisation de l'euthanasie, 5 en faveur de la dépénalisation du suicide assisté. Alors, selon nous, les 12e. Alors, voilà. On voulait aussi vous dire quelques mots sur ce qui se passe en Europe. Alors, j'ai recherché sur le site de l'Europe et j'ai trouvé des chiffres, enfin des éléments qui ont été évoqué en 2021. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais en tout cas il y avait à peu près ça. Donc quels sont les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie et qui ont étendu les indications? Donc les Pays-Bas c'est 2001, tout le monde le sait, de Belgique 2002 et la Belgique qui étend les indications, et vous avez peut-être vu la dernière info en provenance de Belgique, cette jeune rescapée des attentats de Bruxelles, 23 ans, qui a été dégoûtée 2 fois de sa demande d'euthanasie, mais la 3e a été la bonne, comme quoi jamais 2 sans 3. Et sa demande a été quand même validée par 2 psychiatres. Donc il y a de quoi, franchement, s'interroger. Si on avait besoin de parler des dérives, là, on est au cœur du dérive. Donc voilà, bon, c'est un tableau, vous l'aurez si vous voulez les diapos. Dans ce tableau, donc écrit au niveau européen, la France fait partie de la deuxième ligne. Euthanasie active interdite, mais autorisation d'une forme d'aide à la mort. C'est écrit comme ça sur les documents. Donc vous voyez qu'il y a le Danemark, et ils ont mis la France là-dedans, qui est perçue au niveau européen comme autorisant l'euthanasie passive. J'ai été surpris de lire ça, et voilà l'impression qu'on donne au niveau européen. Donc il y a des pays qui ont encore strictement interdit, la Grèce, la Roumanie, la Croatie, Pologne, l'Irlande, et des pays qui ont validé le suicide assisté. Alors la Belgique, c'est les deux, l'euthanasie et suicide assisté. L'Italie, c'est aussi les deux. Mais alors voilà, ils ont dépénalisé, mais ils restent sur l'interdit. Alors je ne sais pas, ça mériterait d'aller voir de plus près. Non. C'est-à-dire ça reste interdit, mais c'est dépénalisé. Alors, mais c'est écrit comme ça. C'est en cours, en tout cas, en Italie. C'est en cours de discussion, ouais. Comme sûrement au Portugal, puisqu'en 2020, ils ont légalisé, enfin dépénalisé le suicide assisté, mais cette loi a été retoquée par la Cour constitutionnelle du Portugal. Et ils en sont là pour le moment. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je passe le micro à Claire. Je vais essayer de vous faire un petit up-to-date de là où on en est actuellement.
Alors on est en 2022 après Jésus-Christ, mais 18 mois après Falorni, qui a été quand même effectivement le point de départ, je pense. En fait, pour nous, au CA de l'ASFAP, il y a eu un double électrochoc. Il y a eu en même temps la même quinzaine, Falorni et un Zoom avec les Espagnols, la Société espagnole de soins palliatifs. Donc eux, ils ont une loi qui est passée en fin 2020, décembre 2020, sous le même mode, l'équivalent chez nous de la niche parlementaire d'Olivier Falorni, c'est-à-dire que c'est une loi qui est passée un peu par surprise, enfin pas un peu, beaucoup par surprise, sans qu'il l'ait anticipée et qu'elle ait été préparée. Et donc elle a été votée décembre 2020 pour une application en juin 2021. Et donc nous, on a fait un Zoom avec eux en mars, donc juste 15 jours avant Falorni, puisque Falorni c'était le 8 avril. Et moi j'ai été très frappée parce que donc c'était l'équivalent de la SFAP espagnole qui a explosé, mais en 2 mois de temps, alors que la loi n'était pas encore appliquée. Ils se sont atomisés façon puzzle et ils ne s'en sont pas remis. On a refait un Zoom ensemble la semaine dernière et voilà, ils se sont fracassés sur une fois que la loi a été votée, qu'est-ce qu'on va en faire ? En plus, c'est un pays fédéral, l'Espagne, c'est-à-dire que chaque région est autonome sur la question de la santé. Donc, au plan fédéral, il a été voté une loi disant chaque région doit mettre en place l'euthanasie. Mais après, débrouillez-vous sur les modalités. Enfin, il n'y avait aucune précision. Et donc, chaque région doit décider quelle modalité elle met en œuvre. Et donc, enfin voilà, ça les a divisés beaucoup. Et pour moi, ça a été vraiment un double. Il y a pour moi du coup un double enjeu, disons, dans ce qui se passe actuellement, qui est à la fois un enjeu externe, c'est-à-dire que il faut arriver à essayer, comme vous nous en avez donné le mandat quand on a fait cette consultation, c'est-à-dire pour moi, je dis qu'on ne cherche pas le moindre mal, mais on cherche le meilleur possible. Et donc voilà, il y a cette recherche du meilleur possible, mais il y a aussi le défi interne qui est d'arriver à ne pas nous fracasser là-dessus, parce qu'on a vu déjà qu'en 2016 c'était compliqué. Moi je suis rentrée à l'ASFAP, enfin au CA de l'ASFAP après la loi de 2016, à un moment où l'ASFAP a été en grande difficulté avec un vrai risque de division autour de la mise en œuvre de la loi de 2016, donc qui était voilà, et donc il y a une vraie difficulté et un vrai enjeu pour nous tous collectivement à se dire que si la loi évolue, ben, ça nous met tous en tension personnellement, intérieurement, dans nos équipes et entre nous tous. Et donc pour moi, il y a vraiment l'idée, alors tous ceux qui suivent un peu l'ASFAP, là ils savent, c'est mon dada, hein, mais qu'ensemble on va plus loin. Et donc il y a vraiment cette idée-là qu'il faut aussi qu'on arrive à réfléchir ensemble et collectivement. Pour moi, c'est un vrai défi aussi que l'ASFAP porte la parole, porte votre parole. Il n'y a pas on n'a rien au CA, aucun moyen de décider quelle doit être la position de l'ASFAP. C'est vous, collectivement, nous tous, acteurs de soins palliatifs, qu'on soit adhérents ou pas. Pour moi, même si mes collègues du CA m'en voudraient de m'entendre dire ça, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que c'est collectivement, nous tous qui travaillons en soins palliatifs, comment on arrive à construire une position commune, comment on arrive à trouver un chemin pour arriver à continuer d'avancer, quel que soit l'environnement dans lequel on va travailler. En Belgique, c'est 2,9% des patients qui sont euthanasiés. En Hollande, c'est 4,3%. C'est le pays du monde où il y en a le plus. Ça veut dire qu'il reste 95% des patients qui ont besoin d'être accompagnés et donc qui auront besoin de nous et avec qui on va continuer à travailler, on va continuer à réfléchir, on va continuer à accompagner des patients et des familles, et ça c'est hyper important et il faut qu'on y arrive ensemble. Donc on avait fait l'an dernier une webconf, peut-être certains d'entre vous y ont assisté ou l'ont vu depuis, avec des Belges, des Espagnols, des Belges, des Suisses et des Canadiens pour essayer de travailler sur l'impact sur les équipes de soins palliatifs. Moi j'avais été très frappée quand on avait préparé cette webconf avec les Suisses en particulier, l'équipe du CHUV de Lausanne qui a été les premiers qui ont été confrontés à la question de la mise en œuvre du suicide assisté. Il leur a fallu 3 ans, alors qu'en Suisse c'est interdit aux soignants de participer et que le suicide assisté ne peut pas avoir lieu à l'hôpital. Il leur a fallu 3 ans pour arriver à construire une position d'équipe, pour savoir comment ils réagissaient par rapport à cette nouvelle législation. Enfin, c'est pas une nouvelle législation chez eux, mais en tout cas à la possibilité de mettre en œuvre ces pratiques-là. Donc ça veut dire que même si on arrive à avoir des modalités qui impliquent le moins possible les soignants, et ça c'est quand même la mission que vous nous avez donnée, hein, la position qui est issue de la consultation, c'est que donner la mort n'est pas un soin. Mais même si on arrive à faire entendre ça dans le débat, que c'est pas une affaire de soignants, que c'est une question sociétale qui appelle pas forcément une réponse médicale, malgré tout, on va être extrêmement impliqué, c'est sûr. Et donc voilà, il va falloir tout au long qu'on réfléchisse ensemble et on va
à chaque fois comme on l'a fait déjà et continuer de revenir vers vous à chaque fois pour voir c'est quoi notre position commune, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on demande, quelles sont nos limites, quelles sont nos lignes rouges, faire entendre aussi sur quel point vous allez nous trouver en travers du chemin et sur quel point vous ne nous trouverez pas en travers du chemin parce que c'est peut-être pas le sujet des soignants. Donc voilà, tout ça doit être construit ensemble. C'est pour ça que je suis vraiment contente d'être ici et je vous remercie de m'avoir proposé parce que je trouve que c'est comme ça, en réfléchissant ensemble, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps même si j'ai tendance à être un peu bavarde, mais pour qu'on ait le temps d'échanger parce que c'est aussi, je trouve, comme ça qu'on construit notre avenir et l'avenir de nos patients et de leurs familles. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc après l'épisode Falorni et les Espagnols, on a fait cette consultation, on a lancé la campagne de com, et puis après, il y a eu la campagne présidentielle. Donc là, la campagne présidentielle, c'était assez bien tenu jusqu'à l'entre-deux tours, et puis à l'entre-deux tours, ça a un peu dérapé. C'est-à-dire que quand il faut récupérer des voix, on a tendance... et donc, entre les deux tours, il y a eu l'annonce de Macron. Alors, c'est toujours assez flou et assez ambigu, mais en tout cas, de la première annonce d'une convention citoyenne sur la question de la fin de vie et d'une évolution législative. Dans le même temps, on attendait l'avis du CCNE qui était attendu pour décembre dernier et puis qui a eu beaucoup de mal à sortir, à la fois pour des raisons internes et pour des raisons politiques, et donc qui n'arrivait jamais. Et je pense que les politiques attendaient beaucoup cet avis-là pour savoir vers où ils devaient aller. Et donc, il y a eu cette première annonce de Macron, mais c'est resté assez flou. Juste pendant tout l'été, on ne savait pas trop vers où on allait aller. Et puis là, le tempo s'est subitement accéléré avec la remise de Légion d'honneur de Lynn Renault, où là, il y a eu des annonces beaucoup plus précises. Et puis, en même temps, il y a eu l'avis du CCNE qui a été rendu. Et donc l'avis du CCNE qui à mon sens, est un vrai avis de rupture. C'est-à-dire que dès la 4e ligne, pour ceux qui l'ont regardé, il y a écrit qu'il existe une voie éthique pour une aide active à mourir. Et ça, c'est quand même une vraie rupture, même si après, il y a plein de subtilités, de nuances. Mais quand même, c'est écrit dès la 4e ligne. Et ça, je veux dire, il y a quand même plein de gens qui n'auront pas lu au-delà de la 4e ligne. Et donc, voilà, c'est quand même une vraie rupture, même si je pense que pour ceux qui l'ont écrit, c'est pas si évident que ça et qu'ils ont l'impression de protéger l'essentiel. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui a été lâché, ça c'est sûr. Et donc, voilà, qui va servir de base aussi au débat des mois à venir. Hein. Donc ça, c'est un élément quand même très important. Donc l'avis du CCNE, pour ceux qui n'ont pas lu les 70 pages, donc il y a un avis et un avis minoritaire, ce qui n'est pas fréquent. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de position de consensus sur l'avis. Ils ont eu beaucoup de mal à le rendre. Ça a été un accouchement très difficile en interne. Et donc, pour le résumer de manière certainement un peu rapide, l'avis dit que dans certaines situations, le suicide assisté est acceptable et que il faut porter une attention particulière aux situations dans lesquelles le suicide assisté n'est pas possible par les patients. Donc l'euthanasie, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est une injection faite par un soignant. Dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, c'est toujours des soignants. Et le suicide assisté, c'est le patient lui-même à qui la société donne les moyens de mettre fin à ses jours. Et donc pour les patients qui ne seraient pas en capacité de mettre fin eux-mêmes à leur jour, l'avis, quand même, de façon claire, dit que pour ces patients-là, il y aurait une exception d'euthanasie. Donc après, j'en ai discuté avec Régis Aubry qui dit que non, dans sa tête, c'est pas de l'euthanasie, ça serait Alors, il y a une assistance médicale au suicide et le suicide médicalement assisté. Je ne saurais pas bien vous le remettre dans le bon ordre. En tout cas, l'idée, c'est que de la domotique ou de la robotique permettrait que le patient, en clignant un œil, il puisse déclencher une perfusion. Enfin bon, en tout cas, voilà. Quand même, clairement, dans l'avis, ce qui est écrit, c'est qu'il y a une exception d'euthanasie pour ces patients-là. Alors, tout ça, c'est accompagné, bien entendu, de la nécessité de développer les soins palliatifs. Mais moi, quand même, j'aurais un peu envie de dire que c'est bien le moins qu'ils pouvaient faire, quoi. Hein. Ils n'allaient pas dire qu'il ne faut pas développer les soins palliatifs. Ça fait partie du truc, voilà, mais sauf que la question quand même qu'on peut se poser et que pose l'avis de réserve, c'est de se dire qu'on n'a jamais réussi à appliquer la loi de 99 qui dit que tous les patients doivent avoir accès aux soins palliatifs. Qu'est-ce qui nous fait penser qu'on va y arriver mieux si on a une loi qui met en place une forme d'aide active à mourir? Alors nous, à la SFAP, maintenant, on essaye de plus du tout utiliser ces termes. On a décidé d'être beaucoup plus cash dans l'utilisation des mots, c'est-à-dire d'utiliser les vrais mots, même s'ils ne plaisent pas, et ils ne plaisent pas toujours, hein, mais voilà, il y a de l'euthanasie, il y a du suicide assisté, de l'aide active à mourir, c'est ce que font les soins palliatifs, hein, on aide les gens, on est actif et ils vont souvent mourir. Donc voilà, si on ne veut pas tout mélanger et appeler ça un soin de fin de vie ou le soin palliatif ultime comme font les Belges, ben voilà, il faut arriver à dire les choses
Alors on est souvent repris par les politiques, ils n'aiment pas ça, ils trouvent que les mots sont violents, qu'on ne devrait pas utiliser ces mots-là. Mais moi, maintenant, je leur dis que s'ils trouvent les mots violents, c'est que nous, on trouve la chose encore bien plus violente que les mots. Et que donc, si déjà on a peur d'utiliser le mot, comment ils peuvent espérer que nous, on n'aura pas peur de faire la chose, Et je trouve que c'est vraiment important d'utiliser les mots pour dire les choses, parce que mal nommer les choses, voilà, Donc voilà, c'est pas toujours facile parce que parfois dans les débats, ou dans les discussions, c'est important aussi de parler la langue de l'autre, et donc c'est pas toujours évident, parce que voilà, les gens avec qui on discute sont pas toujours des gens avec qui on est en opposition, c'est pas toujours des discussions agressives, mais en tout cas, il nous semble en tout cas que c'est une façon de faire prendre conscience de ce qui se joue. Et de ne pas s'autoriser à passer à côté et à se dire qu'on sera arrivé sans s'en apercevoir à des choses qu'on n'aurait pas voulu. Donc depuis la sortie de l'avis du CCNE, dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai été invitée à l'Élysée, j'ai rencontré Olivier Véran, Agnès Firmin-Lebaudot. On sent qu'ils ont très peur des soignants. C'est le point. Voilà. Donc c'est vraiment le point. Je pense qu'ils n'ont pas peur des autres formes d'opposition mais par contre les soignants, ils savent que quand même c'est un monde fragile. On est dans une période quand même où ils sont tous bien conscients de l'extrême fragilité, et ils sentent aussi que là il y a quelque chose qui peut venir être un petit caillou dans la machine et bloquer la machine. Donc moi, en tout cas, à titre perso, je suis déterminée à utiliser à fond ce levier-là, même si c'est de façon très malhonnête, mais je pense que là, il faut vraiment peser de tout notre poids. Et donc c'est pour ça que je vais faire maintenant le petit encart là sur la question de la clause de conscience et de la démission, parce que pour moi c'était une vraie question déjà dans la consultation l'année dernière. Pourquoi il y a le même chiffre alors qu'on pourrait dire que la clause de conscience protège, et c'est d'ailleurs ce qui nous est renvoyé partout, mais vous aurez une clause de conscience, vous ne serez jamais obligé. Et pourquoi ça ne nous va pas, la clause de conscience? Pourquoi il y a quelque chose qui ne nous convient pas? Parce que quand même collectivement ça ne nous convient pas. Et en fait, voilà, là où j'en suis arrivée de la réflexion, mais peut-être ça sera intéressant d'en discuter, peut-être vous aurez un autre point de vue, mais c'est que je crois que la clause de conscience, ça protège les soignants. Et en fait, on ne veut pas être protégé. On ne veut pas être protégé. C'est-à-dire que nous, on fait à nos patients une promesse de non-abandon. On leur dit que quoi qu'il arrive, on sera avec eux jusqu'au bout et qu'on ne les lâchera pas. Et que même si c'est difficile, on ne passera pas devant la chambre sans entrer et on n'aura pas peur d'être là. On n'aura pas peur d'être là s'ils s'étouffent, on n'aura pas peur d'être là s'ils ont mal, et on cherchera avec eux des solutions. Eh bien, on n'a pas envie de se défiler à la fin. On n'a pas envie de pouvoir se dire que nous, on sera protégés et qu'eux, ils ne le seront pas. Et donc, il me semble que c'est ça qui explique pourquoi la clause de conscience n'est pas satisfaisante pour nous. C'est que c'est pas nous qu'on veut protéger. Et donc, il me semble que là, il y a alors voilà, ça s'éclaircit pour moi au fur et à mesure, parce que là, quand même, un peu, je mange SFAP, je dors SFAP, je bouffe SFAP tout le temps, et donc voilà, ça fait évoluer les choses. Et je vois bien qu'avec les politiques et avec les journalistes, ça c'est un argument qui peut être entendu. Et donc de dire, ben voilà, pour les soignants, probablement ce qu'ils veulent nous dire là, c'est qu'à ce moment-là, ça n'a plus de sens pour nous. Si nous, on peut se défiler, mais qu'en même temps, le patient, lui, il ne peut pas se défiler, pour nous, ça n'a plus de sens et il vaut mieux partir. Et donc c'est ça qui explique ce taux de démission important annoncé. Alors peut-être que tous démissionneront pas, mais n'empêche que je sens pas grand monde qui est prêt à jouer avec ça et à se dire que 35% de démissions chez les acteurs de soins palliatifs, même si c'était que la moitié, eh ben, en ce moment, chaque soignant est précieux et on ne peut pas trop se permettre d'en perdre un seul. Et donc voilà, il n'y a pas grand monde qui a quand même envie de prendre ce risque-là. Donc ce chiffre-là, pour moi, c'est un chiffre qui va être clé dans les semaines qui vont venir. C'est pour ça que ce sondage, il va tomber vraiment très bien, parce qu'il me semble que c'est presque le chiffre le plus important, c'est de dire, voilà, il y a un risque de déstabilisation grave des équipes, ne prenez pas ce risque. Faites-y attention, faites attention à nous, on a besoin que vous fassiez attention à nous et soyez prudents avec ça, parce que voilà, c'est déjà compliqué. Et puis je crois aussi que c'est l'occasion pour nous de dire publiquement, à la fois dans le débat public mais aussi aux politiques, qu'on fait un métier difficile et qu'on est des gens courageux et que c'est difficile de rentrer dans certaines chambres et que c'est compliqué et que c'est ça aussi qui fait que voilà, donner la mort, c'est
voilà, on peut faire un bout de chemin avec nos patients, on fait le bout de leur chemin, mais nous on revient et on repart avec d'autres. Et on fait ça dans nos équipes 200, 300, 400, 500 fois par an, de faire le bout de leur chemin, mais nous il faut qu'on puisse revenir. Alors c'est pour ça qu'on travaille en équipe, parce que cette promesse du non-abandon, elle se tient qu'en équipe. C'est-à-dire que moi, je promets jamais à un patient que je serai là jusqu'au bout. Je promets qu'on sera là jusqu'au bout. Parce que ce soir, je suis là et j'y suis pas. Et voilà, il y a quelqu'un d'autre qui y est. Et cette promesse, elle se tient de manière collective. On a besoin les uns des autres. On travaille en cordée. Mais ce bout de chemin, si on va plus loin sur le chemin, on ne peut plus revenir. Il y a quelque chose de nous qui ne peut plus revenir et qui peut en tout cas plus prendre le risque d'écouter de la même façon. Les consultations, on fait tout ça, hein, quelles que soient nos professions, le temps qu'on passe avec nos patients, c'est du temps d'une extrême tension, c'est du temps d'une extrême attention. Vous ne pouvez pas penser à votre cuisine Ikea en même temps que vous écoutez un patient vous dire qu'il veut mourir. Et ce temps-là, ce risque qu'on prend nous à écouter, on ne peut plus le prendre si à la fin on se dit qu'on est celui qui devra aussi peut-être arriver avec la seringue. Et je crois que ça, là aussi, il y a quelque chose, un enjeu, il me semble important pour nous à faire entendre que les soignants sont des personnes. On n'est pas des fonctions, on est des personnes. Et avec nos patients, on établit une relation. Et dans cette relation, on est 2 ou 3 ou 4, mais en tout cas, on est au moins 2 et chacun est touché par ce qui se passe. Le patient est touché, mais nous aussi, on est touchés. Et donc, je trouve qu'il me semble en tout cas qu'on arrive à susciter de l'écoute. On n'est pas dans un débat théorique, on peut venir dire « moi, je suis touché » par ce qui arrive. Pour la première fois, la semaine dernière, c'était la première fois, jamais j'aurais osé évoquer ça, je trouve que c'est difficile à parler en dehors d'entre nous. J'ai dit à un journaliste que parfois on avait des désirs de mort sur les patients. Alors j'ai dit ça parce qu'en ce moment, nous, on a dans notre service un patient avec une plaie terrible, avec un pansement qui dure 2 heures tous les matins, une plaie habitée, pour ceux qui voient ce que ça veut dire, et voilà, des soins qui sont super difficiles, et ce patient ne meurt jamais et ne veut pas mourir, et ça fait des semaines qu'il est dans le service, et je pense que nous, soignants, tous, à un moment, on revient et on dit « oh non, il est encore là », Et je trouve que, voilà, d'arriver à dire quelque chose de comment cette relation, elle nous impacte aussi, comment elle a un effet sur nous, et comment parfois c'est difficile, et comment parfois il faut être courageux, et comment les infirmières qui mettent les mains dans ce pansement tous les jours, et qui sont à 50 cm du patient, avec qui elles parlent, et avec qui à aucun moment il faut donner l'impression que c'est vraiment difficile. Je trouve que de dire à tout le monde, rendez-vous compte de ce que ça représente, rendez-vous compte du courage qu'il faut, rendez-vous compte de ces filles qui ont 25 ans et qui savent de la vie des choses que vous ignorerez toujours. Vous saurez jamais ce qui peut se passer à certains, ce que la maladie peut faire à certains patients, et tant mieux, c'est très bien que tout le monde ne le sache pas. Mais en tout cas, vous devez les respecter et vous devez entendre et vous devez faire attention à ces gens-là, parce que voilà, nous on vient comme des... Enfin, on n'est pas juste dans un débat où il y a des pour et il y a des contre. On vient vous dire quelque chose de notre quotidien, de notre pratique, de ce qu'on vit. Et c'est ça qui nous rend collectivement légitimes à prendre la parole dans ce débat. Moi, je ne supporte pas qu'on soit positionné comme les gens contre. On n'est pas des gens contre, on vient dire ce qu'on vit tous les jours. On vient dire comment ça se passe, on vient dire que dans nos services, ben non, tout le monde ne veut pas mourir, et que non, quand je vois un patient en consultation qui me dit « docteur, moi, je suis expert comptable, je suis athée et je veux mourir dans la dignité ». C'est quoi pour vous mourir dans la dignité ? Ben, je ne veux pas souffrir. Et ben ouais, je pense qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble, il n'y a pas de souci, ça va le faire, quoi. Hein. Et c'est ça notre quotidien. Et pour les patients de la DMD comme pour les autres, on en a tous fait l'expérience, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Et donc c'est d'arriver à nous positionner dans le débat comme... Voilà, on a quelque chose à dire qui, jusqu'à présent, il me semble, n'a pas été suffisamment dit, probablement, et en tout cas pas suffisamment entendu, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une responsabilité collective, Alain l'a dit tout à l'heure, à dire ces choses-là partout où on est, à les dire autour de nous, à les dire, vous allez rencontrer aussi la presse localement, enfin je pense qu'il y a une vraie responsabilité pour nous à oser sortir. On dit c'est pas notre boulot, bah ouais c'est vrai, hein, c'est pas plus mon boulot, je suis complètement nul, mais ça fait rien, on apprend petit à petit, on a toujours la trouille, hein, ça passe pas, mais n'empêche que voilà, on sent qu'il y a de l'entente, qu'il y a de l'écoute,
c'est ce va-et-vient qu'on fait entre nos services, nos patients, et puis ce débat-là, c'est aussi, enfin voilà, moi, chaque fois que je parle de ce que je vis, moi voilà, mon boulot c'est d'être à temps complet dans un service de soins palliatifs. Alors voilà, mes collègues sont vachement sympas, mais n'empêche que voilà, c'est ça qui nous donne, qui fait que c'est ce qu'on raconte, c'est de la vraie vie. On n'est pas en noir et blanc, on n'est pas dans un débat en noir et blanc, on est tout le temps dans 50 nuances de gris. Notre vie, c'est ces 50 nuances de gris, de complexité, de nuances. Et pour moi, le défi sera relevé du débat collectif qui s'ouvre si on a réussi à y mettre de la complexité et de la nuance. Donc ce qui s'ouvre là, c'est d'une grande complexité, y compris pour ceux qui l'organisent, qui n'ont pas l'air d'être complètement au clair avec ce qui leur est venu. Donc vous avez d'un côté Olivier Véran qui est ministre du Renouveau démocratique et qui est donc chargé de la Convention citoyenne. Donc la Convention citoyenne, c'est 150 citoyens tirés au sort, donc sur le modèle de la Convention climat. Je pense qu'ils espèrent que ça ne donnera pas le même résultat que la Convention climat. Mais en tout cas, donc 150 citoyens qui sont en cours de tirage au sort, qui vont débuter leurs travaux le 9 décembre, qui auront 9 week-ends de travail, 2 week-ends de formation, 6 week-ends de réflexion et 1 week-end de synthèse et qui doivent rendre leur conclusion le 19 mars. Donc, il y a un comité de gouvernance qui a été mis en place pour préparer cette convention citoyenne, dans laquelle, dans cette commission de gouvernance, il n'y a aucun soignant, c'est vraiment de la gouvernance, donc bon, on va partir d'un a priori favorable, je suis d'un naturel optimiste, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, donc voilà, on va voir. En tout cas, nous, on a fait la demande publique, et comme elle a été très relayée, j'ai bon espoir qu'elle soit acceptée. On a proposé une immersion de ces 150 citoyens 2 jours dans un service de soins palliatifs, donc c'est possible que vous soyez sollicités, avec deux possibilités pour nous, on n'a pas tranché, mais parce qu'on va déjà voir si la proposition est retenue, mais soit on propose qu'ils aillent dans le service le plus proche de chez eux, en se disant, banco, on fait confiance à tout le monde. Et puis, le citoyen qui est obligé d'aller à 100 bornes de chez lui, parce que l'équipe la plus proche, elle est à 100 bornes, ben, il saura que le patient de chez lui, il fait aussi 100 bornes pour avoir accès à une équipe de soins palliatifs. Et donc, voilà, soit on joue la sécurité et on les envoie vers des grandes équipes, voilà. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, on va voir quel risque aussi sont prêts à prendre les organisateurs. En tout cas, on va vraiment insister. Si vous avez l'occasion de le dire, dites-le partout, que ça paraît important. C'est-à-dire que c'est pour moi la possibilité que cette convention citoyenne soit de nouveau pas un truc purement théorique ou alors purement des émotions. Chacun raconte son histoire. Ça, on voit ça tout le temps. Chaque député que vous voyez, il vous raconte la mort de sa grand-mère, de sa mère, de son beau-frère. Agnès Firmin-Lebaudot, elle a commencé comme ça, par me raconter la mort de sa mère et celle du père de sa belle-fille. Et donc, si on veut sortir des histoires singulières et espérer que ces citoyens ils aient un petit aperçu de ce qu'est le réel, voilà, on fait cette proposition-là. Ne vous tracassez pas si jamais vous êtes concernés. On proposera de toute façon un webinaire, je pense, pour toutes les équipes concernées, parce que c'est pas un exercice complètement facile, hein, parce qu'à la fois il y a un gros enjeu et en même temps les citoyens qui vont venir, c'est des gens qui par définition ont absolument pas de connaissances et qu'on peut pas mettre tout de suite dans la chambre d'un patient qui a une plaie habitée, quoi. Hein. Donc du coup voilà, il va falloir aussi prendre soin de ces citoyens, parce qu'à la fois l'idée c'est qu'ils aient une conscience du réel, mais en même temps il ne faut pas non plus que ce réel soit une violence pour eux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va réfléchir aussi collectivement, hein. La proposition n'est pas aboutie, mais en tout cas voilà, on a mis ça en débat sur la table. Donc ça c'est la partie qui dépend d'Olivier Véran et du Renouveau démocratique. Et puis il y a Agnès Firmin-Lebaudot qui est ministre de la calinothérapie des soignants. Donc son vrai nom c'est Organisation des territoires et professionnels de santé ou un truc comme ça. Et donc elle est chargée d'un truc qui s'appelle Convention des parties prenantes. Alors je ne sais pas trop de quoi il va être question, mais en tout cas si vous êtes sur les réseaux sociaux, elle mange tous les jours avec des soignants. Elle va partout, elle se déplace, elle rencontre des soignants et elle leur dit combien elle les aime et combien ils sont formidables et combien elle est favorable à l'euthanasie parce que le père de sa belle-fille il a été euthanasié en Belgique et c'était vraiment chouette. Donc voilà. Donc c'est pas tellement évident de savoir où ça va aller et ce que ça va mener, mais je pense qu'elle ne sait pas trop non plus. Alors il y a un autre ministre qui se met en ce moment dans la boucle qui est Jean-Christophe Combe, qui est le ministre chargé des solidarités.
Donc tous les deux, Jean-Christophe Combe et Agnès Firmin-Lebaudot, ils dépendent de François Braun, du ministère de la Santé. Et donc Jean-Christophe Combe, lui, il n'est pas impliqué dans l'organisation de toute cette réflexion. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que lui, il est le ministre de tous les gens qui vont être concernés par la législation, puisqu'il sait les handicapés, les personnes âgées, les EHPAD. Et donc lui aussi, du coup, alors moi, je dois le voir début novembre. Donc lui aussi, il s'est mis dans la boucle. Et puis François Braun est un peu en retrait pour le moment. Mais semble-t-il, alors on ne s'est pas encore rencontré directement, mais je pense que ça va venir. Et lui, j'ai l'impression, enfin voilà, on sent que c'est un soignant avec une très grande prudence du côté du monde du soin. Et puis alors par-dessus, il y a encore un autre débat qui s'organise. Alors j'ai encore moins compris, là aussi pour les professionnels de santé, il va y avoir des groupes de travail côté santé, mais ça, voilà. Donc c'est quand même un peu une usine à gaz. Et tous, ils vous disent toujours, on va faire ça en parallèle. Et donc moi je leur ai dit que ce serait bien qu'à un moment ces parallèles se croisent quand même, parce que si tout est en parallèle, ben, ça va être dommage, quoi. Ça serait bien qu'à un moment quand même il y ait un point enfin en tout cas de mettre en commun. Alors dans le même temps, le CCNE organise via les espaces éthiques régionaux des débats en région. Donc ça, c'est des débats pour le grand public. Donc là, je vous invite vraiment à prendre l'initiative, à vous imposer dans ces débats-là. Alors, en sachant qu'il n'est pas demandé aux espaces éthiques régionaux de faire remonter les résultats des débats. C'est-à-dire qu'il faut organiser des débats, mais on n'a pas trop envie de savoir ce qui se dit dans ces débats. Mais en tout cas, c'est déjà une occasion, en tout cas, d'informer et de faire parler. Voilà, il y a beaucoup de demandes, en fait. Il y a beaucoup d'attentes. Hein. C'est un sujet. Enfin, vous voyez bien déjà vous. Alors nous, c'est un peu biaisé là parce qu'on est des soignants. Mais la semaine dernière, j'étais à Rennes pour un truc grand public. Il y avait 500 places dans la salle et ils ont bloqué les inscriptions 10 jours avant, quoi. Hein. Donc il y a quand même, voilà, les gens ont envie. Je pense que voilà, tout le monde se sent concerné. Et donc n'hésitez pas à prendre votre place dans ce débat-là localement là où vous êtes. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde ce que c'est que le CCNE, s'il te plaît ? Comité consultatif national d'éthique. Donc c'est l'instance qui est chargée de dire l'éthique en France. C'est au sens large. Donc, alors ils sont 48. Il y a des membres de droit. Quand on est président du comité d'éthique de l'INRA, on est membre de droit du CCNE. Il y a des membres qui sont nommés par le président, des membres qui sont nommés par le Sénat, par l'Assemblée nationale, et puis des représentants de certains organismes qui sont là, voilà, et des philosophes, des représentants des grands courants religieux. Voilà, donc avec une réflexion collective. Et donc là, il s'était auto-saisi du sujet sur la fin de vie. Oui, j'aurais dû préciser avant, je suis désolée. Après, on pourra y revenir dans les échanges si vous voulez un petit peu plus de précision. Donc, en parallèle de tout ça, nous, on a essayé. Alors, vous avez vu que le premier objectif, c'est de faire entendre notre expérience. Nos patients ne prendront pas, sauf exception, la parole dans les débats. Comme d'habitude, on ne les entendra pas. Et donc, on va entendre l'inquiétude légitime de beaucoup de Français sur la question de leur fin de vie ou de celle de leurs proches. Cette inquiétude est tout à fait légitime. Ça, c'est super important de le dire. C'est légitime de s'inquiéter. C'est légitime que quand le plan de développement des soins palliatifs, pour 4 ans, c'est 60 millions nouveaux, ça veut dire 25 centimes par Français et par an. C'est ce que disait Alain. Ça ne va pas changer, c'est sûr, la perception qu'on a de on meurt mal en France. Ça, c'est sûr. Et donc, cette inquiétude est légitime, mais en même temps, ce qu'on voit bien, nous, tous les jours dans notre quotidien, et c'est très difficile d'en rendre compte, c'est comment il y a un écart très important entre ce qu'on dit quand on est en bonne santé, ou en tout cas éloigné de la question de la fin de vie, et puis quand on y est. Moi, je dis toujours que la demande d'euthanasie est soluble dans la maladie grave, mais comment on arrive à faire le lien entre ce qu'on vit quand on dit bah nous, ces demandes, elles sont très rares, et puis surtout, souvent, elles sont ambivalentes et fluctuantes, enfin bon, ce que vous savez tous, je ne vais pas vous le refaire. Comment on arrive à dire ça dans le débat ? Donc, il y a cette parole-là des acteurs de soins palliatifs, donc ça c'est quand même le premier rôle de la SFAP, on est quand même d'abord la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, donc on va commencer par dire ça, mais en même temps on voit bien que cette question ne concerne pas que les soins palliatifs, cette question de la fin de vie. Et donc dès le mois de juin, on a sollicité d'abord de manière complètement empirique d'autres sociétés savantes. En fait, j'avais eu une discussion avec le président du comité d'éthique de la SFAR, donc les anesthésistes réanimateurs, parce qu'on avait été auditionnés ensemble plusieurs fois, au CCNE, au Sénat, je ne sais pas pourquoi, ils mettent les soins palliatifs et les anesthésistes ensemble. Ça ne vient pas de façon évidente, mais en tout cas, ça fonctionne très bien avec la SFAR, c'est super intéressant. Et donc, à la suite de ces auditions, on s'était dit que ça serait intéressant de travailler ensemble.
Et donc on a commencé comme ça, avec l'ASFAR, la SRLF, et puis du coup, un peu par les gens qu'on connaissait, on a proposé, il y a l'association des médecins Codepad, et puis Unicancer, donc qui est l'association des professionnels des centres anti-cancer, de lutte contre le cancer. Enfin voilà, on a fait un collectif comme ça, en se disant ça serait intéressant qu'on puisse réfléchir ensemble. En fait, on voyait venir que la vie du CCNE, même si on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, allait probablement être un peu compliquée pour nous. Et donc on s'était dit peut-être ce serait intéressant de partir des questions éthiques qui nous sont de notre quotidien et de faire entendre une parole là-dessus à partir de ce qu'on vit au quotidien. Et donc on a annoncé ce travail-là en juin, on a fait une tribune commune en disant qu'on allait se mettre au travail pour faire ça. Et puis, donc on a commencé ce travail-là, et en fait, ça fait des émules. Et du coup, on a été rejoint par la FNEAD, donc la Fédération nationale des HAD, par le Collège national professionnel infirmier. Il y a quand même 700 000 infirmiers. En ce moment, il y a le Collège national des aides-soignants qui est en train de se raccrocher. Il y a la Société française de médecine d'urgence. Donc, petit à petit, ça fait maintenant un collectif qui représente plus d'1 million de soignants. Et donc, plus ça grossit, et forcément, là aussi, plus ça a du poids. Et on a été surtout étonnés. Parce que pour nous, quand on les a sollicités en se disant on va réfléchir, on s'est dit ce travail éthique, ce qui serait bien, c'est si au bout on arrivait à la conclusion collective, mais on n'en avait aucune idée, parce que forcément, on s'aperçoit que beaucoup de sociétés savantes ou d'organisations professionnelles réfléchissent pas souvent à ces questions-là. Autant nous, c'est vraiment des questions, on a l'impression qu'on réfléchit à tout le temps, nos congrès, nos journées, on est tout le temps dans cette réflexion-là, et donc on a l'impression que c'est pareil pour tout le monde. Mais en fait, il y a la plupart des sociétés savantes, jamais elles discutent de ces questions-là. Et donc c'était nouveau pour eux, pour beaucoup. Ils n'ont même pas toujours une instance pour discuter de ça. Et on s'était dit, ce qui serait génial, c'est qu'à la fin, on arrive à la conclusion que donner la mort n'est pas un soin, que ce soit une conclusion partagée. Et en fait, ça a été partagé dès le préambule. C'est eux qui l'ont proposé. On a commencé comme ça. Donc du coup, il y a vraiment un possible. Et moi, j'ai été très étonnée, là, quand l'avis du CCNE est sorti, on a proposé un communiqué de presse commun. Alors ça, c'est toujours un exercice difficile, parce que moi, j'ai eu l'avis du CCNE un peu avant sa publication. Il est paru le mardi matin et je l'ai eu le dimanche. Mais donc, ça, voilà, il fait 70 pages. C'est pas une lecture super fun. Et puis, une fois qu'on l'avait, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le partage avec les autres sociétés savantes? Si on veut réagir de façon collective, ça, c'est les médias. Moi, j'apprends, il faut réagir le mardi. Parce que mercredi, ce sera déjà plus le sujet. Donc, et donc, pour avoir fait un communiqué de presse à plusieurs sociétés savantes le mardi pour le mardi, c'est un exercice compliqué. Et donc on a fait un Zoom le lundi midi. Ils ont accepté si on leur envoyait l'avis, de le garder, de ne pas le diffuser. Et on a écrit un communiqué de presse ensemble qui est paru le mardi matin et qui a été signé par toutes, y compris l'association des patients SLA. Enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se constitue là, qui va être un élément important dans les mois qui viennent, et donc ce collectif, il faut maintenant qu'on lui trouve, si vous avez des idées, un nom, un logo, il faut qu'on le fasse exister en dehors de la SFAP, et avec l'idée que cette position est partagée par beaucoup de soignants, probablement pas par tous. Et ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que plus on est éloigné de la question de la fin de vie et plus on rejoint la vie de la population générale, mais plus on est concerné et impliqué, et plus on a des positions communes. Donc là, on a été rejoint par le Collège national professionnel de gériatrie qui regroupe 8 sociétés savantes. Donc il y a quand même vraiment une dynamique et puis on sent que toutes ces savantes, elles sont quelque part rassurées d'être ensemble, et puis que voilà, il y a un peu une loco qui tire le truc. Donc voilà, ça va être un des éléments importants aussi du débat des mois à venir. Et puis moi j'aimerais bien, j'ai l'espoir, mais ça va probablement être plus compliqué et probablement arriver trop tard pour notre débat à nous, mais c'est pas grave, d'un collectif au plan international. C'est-à-dire que depuis 1 an, avec l'IAPC, on essaye de faire, donc l'association européenne de soins palliatifs, des Zooms avec les présidents des autres sociétés savantes. Donc on en a fait un vendredi. On était 37 de 33 pays différents. Donc dans l'association européenne de soins palliatifs, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Israël, voilà. Donc c'est une Europe vraiment au sens large. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver là aussi à essayer d'avoir une parole commune. Alors peut-être pas avec tous, puisque là aussi c'est compliqué pour ceux qui sont dans des pays qui ont déjà légiféré. Mais en tout cas, on est par exemple très proche des Anglais
en termes de choix, de débats. Ils sont dans des débats qui sont très similaires aux nôtres. Ils les abordent sous un angle assez différent, donc c'est assez intéressant. Je pense que leur débat public s'organise d'une façon qui ressemble beaucoup plus au débat américain, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire qu'eux, les soins palliatifs, ils se trouvent pris dans une double fourchette, enfin un double étau entre les pro-life et les pro-choice, alors que nous, on n'a pas trop ça, hein, on n'est pas trop dans ce débat-là. Eux, ils se trouvent pris vraiment dans un positionnement qui est difficile, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut partager. Alors pour ceux qui ne connaissent pas déjà, ils ont fait un site, les Anglais, qui est super bien fait, qui s'appelle KADOH, K-A-D-O-H.UK, ça veut dire Keep Assisted Dying Out of Healthcare, c'est-à-dire garder les soignants en dehors de la mort assistée, où il y a des infographies en particulier, il y a une partie qui s'appelle Evidence, il y a des infographies qui sont super bien faites, avec toutes les références, c'est un truc vraiment excellent. Donc on est en train de le traduire, donc là ça va être disponible dans les jours ou les semaines qui viennent. On va avoir besoin d'un travail, alors s'il y en a qui sont intéressés pour participer, pour y mettre des références françaises, parce que c'est des références, merci, qui sont très britanniques, mais en tout cas qui sont déjà super intéressantes, mais voilà, il va falloir qu'on le complète et qu'on l'implémente avec des références de chez nous, mais en tout cas ce site est extrêmement, je trouve, utile pour le débat, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres disponibles sur les pays étrangers qui sont extrêmement intéressants. Les Canadiens, quand ils ont voté leur loi en 2015, 80% des médecins étaient favorables au vote de la loi. Actuellement, c'est 1,4% des médecins qui acceptent de faire des euthanasies. Donc comme ils n'arrivent pas ils n'ont pas suffisamment de médecins, ils ont autorisé maintenant les infirmiers, l'équivalent de nos IPA, hein, c'est les infirmiers cliniciens qui peuvent faire. Donc voilà, on voit, il y a des chiffres qui, quand on les dit, là aussi, quand on dit aux politiques, ben voilà comment ça se passe ailleurs, c'est hyper important pour nourrir le débat. Ce qui se passe, j'ai participé la semaine dernière à l'enregistrement d'un débat pour Arte, où on était 10 de 7 pays différents. Alors, il y avait je ne sais pas comment ils vont faire le montage, mais il y avait un médecin hollandais de 75 ans qui fait des euthanasies. Je pense qu'il fait plus que ça, je pense. Et donc la journaliste lui a demandé si c'était difficile. Et donc il a dit « Ah madame, vous ne pouvez pas vous imaginer. La première fois, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est atroce de donner la mort à quelqu'un. C'est quand même vraiment quelque chose de terrible. Mais figurez-vous, on s'y fait. Maintenant, ça ne me fait absolument plus rien. » Il a dit ça comme ça. Après, elle lui a dit « Est-ce qu'il y a un risque de dérive ?» Alors il a dit « Bah oui, ça c'est évident. Hein. Vous voyez bien, d'ailleurs, des dérives, il y en a plein. Puis c'est absolument inévitable. Mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas grave qu'il y ait des dérives. Hein. » C'était juste, je pense que pour tous les gens qui étaient présents, il y avait un côté, il n'y avait pas besoin d'en dire plus en fait. C'était juste saisissant, et donc d'arriver à rendre compte des expériences étrangères en même temps, sans être dans une critique non plus, parce qu'il y a aussi dans ces pays-là des gens qui travaillent et qui font leur boulot du mieux qu'ils peuvent dans des conditions difficiles, hein, donc il faut arriver à trouver un équilibre, mais en tout cas d'arriver à partager ces expériences-là, ça nous paraît important aussi, et donc ça fait partie des choses qu'on va essayer de mettre en débat et d'ajouter à la discussion collective. Je pense qu'on n'a pas le choix des termes du débat. Ils nous sont imposés par le politique. Donc l'idée, après cette convention citoyenne, il va y avoir en parallèle une mission parlementaire d'évaluation de la loi Leonetti, une mission au Sénat d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, alors qu'ils ont déjà fait ça l'année dernière. Il y a un rapport de la Cour des comptes sur l'état des lieux des soins palliatifs qui doit être rendu en juin. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a tous ces éléments-là, il y ait un projet de loi. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui ferait un projet de loi. Je pense que là, il y a une vraie volonté, je ne sais pas s'ils y arriveront, mais de ne pas laisser le Parlement écrire une proposition de loi, mais que ça vienne vraiment du gouvernement. Olivier Véran nous a dit au moins 4 fois dans le rendez-vous que la proposition de loi Falorni avait été écrite avec les pieds. Et donc, je pense que voilà, l'idée, c'est que ce soit eux qui écrivent le texte. Donc, il va y avoir... Le sujet va être dans les tuyaux là, pour toute l'année. Donc probablement, l'idée, ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, c'est un projet de loi avant la fin de l'année. La fin de l'année, pour ceux qui connaissent, moi j'apprends aussi ce tempo-là, il y a le projet de loi, le budget, et puis le budget de la Sécu qui occupe la fin d'année, et donc ça veut dire que ça viendrait pendant l'été.
Voilà, donc ça va nous prévoir de nouveau un été... Caniculaire. Un été, voilà. Non mais voilà, on a passé un été à dépouiller la consultation, là, un été à gérer la Légion d'honneur de Lynn Renault, et là maintenant on va avoir... Mais bon, en tout cas, voilà, on a à peu près le timing de ce qui nous attend. Et donc, je vais m'arrêter là, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, mais l'idée c'est que vraiment, tout au long de cette année, on va chaque fois qu'on va vous solliciter, n'hésitez pas à partager avec ceux qui sont autour de vous, n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est ça qui va nous permettre d'essayer de tracer un chemin commun. Probablement qu'on va travailler aussi ensemble au fur et à mesure que les choses vont se préciser pour se demander, parce que nous on ne va pas se faire prendre par surprise comme l'ont été les Espagnols, quoi, hein. On ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir, quoi, hein. Donc du coup il faut qu'on commence ce travail collectif de réflexion de comment on fait dans nos équipes, comment on réfléchit à ces questions dans nos équipes. Alors là aussi, si vous avez commencé ce travail-là dans vos équipes, je sais qu'il y a des équipes qui l'ont déjà fait, l'idée c'est aussi de faire remonter ce travail-là et de nous dire voilà, nous on a mis en place ça. Alors je sais qu'il y a une équipe à Rennes qui a fait déjà tout un travail et de proposer, alors je ne sais pas, vous travaillez forcément dans des équipes qui sont très diverses. Moi je travaille dans une toute petite équipe, l'équipe de soins palliatifs la plus proche pour nous elle est à 100 km, donc ça veut dire qu'on n'a pas de ressources en interne là où on est, il n'y a pas un philosophe qui va venir nous aider à réfléchir, on n'a pas de juriste membre du Conseil d'État qui va venir nous aider à réfléchir, et donc l'idée ça va être de proposer à toutes les équipes une trame de réflexion en leur disant voilà, si vous avez envie, vous pouvez réfléchir à ces questions-là, voilà comment certaines équipes ont fait, et puis après chacun construira, hein, mais voilà, vous pouvez organiser un temps de réflexion, c'est important que chacun puisse exprimer ses émotions sur ce sujet, enfin voilà, l'idée c'est d'accompagner l'ensemble des équipes dans ce travail-là de réflexion, et puis après de faire remonter ce qui sort de cette réflexion-là pour que qu'on porte ensemble une position collective et vraiment avec, pour moi en tout cas, ce souci que dans un an, si on se revoit dans un an, ce soit pas avec des kalachnikovs, quoi, hein, parce que quand même, voilà, on voit, hein, que c'est ce qui peut arriver. Alors, je trouve que dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a un soutien plutôt collectif, mais je vous assure que parfois, on est obligé de rappeler qu'on peut ne pas être d'accord, mais se le dire gentiment. On n'est pas obligé de se le dire méchamment. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais voilà, on est obligé de tous se parler de manière respectueuse et puis voilà, enfin civilisée, courtoise, gentille. Pourquoi pas, mais voilà, et donc en tout cas l'idée c'est qu'on puisse arriver ensemble au bout de ce chemin-là, qui sera le début d'un autre chemin, hein, pour nous c'est sûr, mais qu'on construise ce possible ensemble. Voilà, je vous remercie.